Décarbonation 2030, sustainability, RSE 2050. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise est résolument tourné vers demain. Le changement climatique, les crises aussi à répétition, les bouleversements politiques nous invitent, c'est vrai, à nous interroger sur le monde d'après, sur celui que nous allons tout simplement léguer à nos enfants. Certains, vous allez le voir, ont choisi de se poser cette question il y a très longtemps déjà, pour construire justement des modèles un peu différents. Bonjour Adeline Lescane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez Nutri7. C'est une entreprise qui a été créée par vos parents. Le siège est à Malonnet, en Normandie, mais un petit peu plus haut. Le cœur de métier de Nutri7, c'est de fabriquer, et on va rentrer dans le détail bien sûr, des produits nutritionnels pour lutter contre la malnutrition et la dénutrition. Cela fait 20 ans que vous avez rejoint l'aventure, mais je voudrais qu'on commence par le commencement. Qu'est-ce qui fait que votre père, un beau jour, se dit, il est je crois à l'époque chez Maminova, je vais monter mon entreprise pour aider les enfants et pour faire en sorte qu'ils ne meurent plus? Alors je crois qu'il avait toujours eu envie, et il a toujours été touché par la malnutrition, celle qu'on voyait peut-être à la télé. Il la touchait pas vraiment de près, hein. Il n'était pas, c'est pas quelqu'un qui était beaucoup sur le terrain quand il était jeune ou qui a une histoire avec l'Afrique plus jeune. Mais en fait, un jour, il se rend compte qu'aucun produit spécialisé n'est disponible pour ces enfants qui pourtant souffrent d'une maladie et que n'est accessible à ces enfants que les surplus alimentaires des pays du Nord. Et du coup, chez Maminova déjà, qui était dirigée, c'est une coopérative, mais qui était dirigée par mon grand-père à l'époque, ils ont commencé à proposer et à travailler avec les premiers camions de l'espoir des produits vraiment spécifiques. Et quand mon grand-père quitte Maminova, papa veut continuer l'aventure avec maman, le nouveau directeur n'est pas intéressé et il se dit que l'entreprise privée est le meilleur outil pour pouvoir construire ce qu'il a envie de construire à ce moment-là. D'autant que, si je ne me trompe pas, ça a toujours été un sujet d'intérêt pour lui, hein. Très jeune, je crois qu'il a fait son sujet de fin d'études Oui, sur cette question-là. Oui, il a fait son sujet de fin d'études, donc il était à l'ISAB, il a fait son sujet de fin d'études sur cette question et je pense qu'il a eu une des moins bonnes notes de sa promo parce qu'on lui a dit qu'il n'y avait pas de marché et que c'était n'importe quoi. Alors le marché il y est aujourd'hui malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, heureusement que vous êtes là pour répondre à ces besoins. Heu, vous êtes petite à l'époque quand tout ça démarre. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette aventure entrepreneuriale, de ce pari finalement? Alors, bon, on n'a pas le droit de le dire parce qu'on travaille pour l'UNICEF notamment, mais on mettait les produits dans les boîtes quand on était tout petit. On accompagnait évidemment les papa et maman sur ce qu'ils faisaient autour des produits. On entendait parler beaucoup d'Afrique, de voyages, d'enfants, donc c'était vraiment notre quotidien. J'ai un souvenir précis du moment où on a trouvé le logo Nutri7, qui est quasiment resté le même depuis. C'est quoi ce souvenir? Alors, c'est un souvenir sur la couleur et sur le fait que tout le monde pensait que j'avais préféré le rose, alors que non, je préférais le bleu même, voilà. Donc c'est déjà un sujet de genre qui était intéressant. Alors il y a le logo, il y a l'aventure familiale et on va en parler bien sûr. Et puis il y a cette histoire de marché. Comment on fait quand on part de zéro pour construire un produit, sachant qu'il y a un besoin réel, mais qu'il n'y a pas forcément les gens autour pour vous aider à le lancer? Alors c'est vraiment le sujet et c'est vraiment une spécificité qu'on va avoir chez Nutri7 et qu'on garde depuis toujours, c'est qu'on va toujours identifier un besoin nutritionnel pour une population vulnérable, auquel il n'y a pas de solution. Et alors, c'est aussi pour ça qu'on est innovant, c'est parce que ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de solution pour le moment et on va réussir à construire après, un marché, en tout cas une demande, avec un écosystème qui doit être très, très large. C'est-à-dire que ça va aller à la fois des chercheurs qui vont après être, en fait les porteurs, du message nutritionnel et des besoins nutritionnels. Ça va aller sur de la, sensibilisation, de l'OMS, de la FAO, des Nations unies, des gouvernements et puis ça va aussi avec un travail autour des bailleurs puisque c'est les bailleurs après, donc les grands bailleurs, hein, qui peuvent être, des bailleurs, type, internationaux, mais qui peuvent être aussi des fondations privées pour qu'eux financent des études, puis la mise à l'échelle des produits. Comment il fait au début votre père pour convaincre les premiers de s'engager à ses côtés dans cette aventure? Parce qu'il faut
il faut inventer les produits, il faut penser à la façon dont ils vont réagir aux températures, il faut qu'il puisse y avoir une date d'utilisation très longue. Tout ça, c'est un marché compliqué à adresser. Alors oui, c'est un sujet compliqué au début, et puis on est en 86, on est quand même dans un humanitaire qui est très différent de celui d'aujourd'hui. Un humanitaire plus French Doctor encore, il y a beaucoup de congrégations religieuses avec qui il travaille, notamment à Madagascar. Et puis il arrive avec sa petite mallette, ou je ne sais pas quoi, et il leur propose de juste les écouter. Et en fait, ça a toujours été ça. Il va sur le terrain, il va dans les centres de santé, il va dans les réunions. Il travaille beaucoup aussi avec ACF et puis un peu plus tard avec MSF. Et c'est écouter et voir toute la chaîne, parce qu'un produit, pour qu'il arrive dans la bouche des enfants, notamment dans notre environnement qui est un peu compliqué, il ne faut pas qu'il y ait de blocage nulle part, donc il ne faut pas qu'il y ait de blocage chez l'acheteur au début, ça doit être facile pour lui, s'il est, je sais pas, à Mérignac par exemple pour MSF. Pour le logisticien, donc on a mis longtemps à trouver le produit qui soit le plus facile à envoyer dans des terrains compliqués, avec parfois, l'année dernière on a envoyé des milliers de tonnes au Yémen, et de temps en temps le port est bombardé, donc il faut attendre, réussir à stocker au Havre en attendant que ça parte, puis repartir d'un seul coup quand il y a un port ou un canal humanitaire qui s'ouvre. Donc il faut vraiment réussir à comprendre toute la chaîne jusqu'au point final qui est le plus important et qui est en fait notre point de départ, c'est que le produit doit être bon pour les enfants, parce que pour qu'il soit mangé tous les jours, il faut que les enfants l'aiment. Oui, et puis il faut le construire, mettre à l'intérieur tout ce qu'il faut, et les besoins sont différents d'un pays à l'autre, d'une population à l'autre. Pas sur la malnutrition, pas sur la malnutrition aiguë. Il y a différents types de malnutrition, mais celle qui tue les enfants, et c'est ce qu'on appelle la malnutrition aiguë. Et là, c'est vraiment une maladie. Et donc, le corps a toujours besoin des mêmes choses pour y répondre. Donc, bien sûr, on dit que le diable est dans les détails, et les nutritionnistes adorent les détails. Donc, on prend des choses particulières. Mais finalement, pour traiter la maladie malnutrition, oui. Après, si on va sur d'autres pathologies, là, il y a des besoins particuliers. Mais sur nos premiers produits, puisqu'on est encore à l'histoire et au début, le besoin est le même partout dans le monde. Oui, parce qu'il y a presque un produit au départ, hein, et c'est pour ça que je vous ai demandé de le raconter, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette histoire-là. Vous dites, mon père allait sur le terrain, vous continuez à aller sur le terrain, et ça, c'est important. Mais vous, comment est-ce que vous revenez dans l'aventure? Parce que vous avez fait un master de socio appliqué au développement rural dans les pays du Sud. Vous avez aussi fait une école d'agro-développement. Vous faites quoi à l'époque, une fois finalement ces masters et ces diplômes en poche? Et pourquoi vous revenez? Je reviens pour des raisons personnelles. À la base, mon rêve, c'était d'avoir une ferme en Afrique. Donc voilà, je l'aurai peut-être un jour. Il y a un film comme ça. Donc c'était vraiment ça. Je voulais être dans le développement agricole, et notamment, alors l'Afrique c'est très très large, l'Afrique subsaharienne en tout cas. Et puis pour des raisons personnelles, je rentre en France. Et là, j'avais pas du tout un diplôme qui était adapté à la France, hein, donc pas du tout. Et du coup, j'arrive comme assistante chez Nutri7 parce qu'ils avaient besoin de fermer des dossiers pendant quelques temps, donc le temps que je trouve du travail. Et à ce moment-là, je pense de manière pas anodine par mon papa qui quand même aime bien avoir ses enfants autour de lui, on met en place un réseau, quand on lance l'idée de production locale, en se disant que la production en France c'est bien, c'est très bien pour les urgences. Donc on est en 2004 et on a les urgences qui arrivent au Niger par exemple. Donc ça c'est évidemment important. Au Yémen on ne peut pas avoir de production. Mais que la malnutrition c'est pas seulement dû à un manque à un moment, mais c'est un environnement global avec des problématiques de santé, des problématiques de gouvernement pour mettre en place toutes les politiques publiques dont a besoin un enfant pour grandir en bonne santé. Et que nous, ce qu'on sait faire, c'est du développement économique aussi. Et que le développement économique, c'est aussi la base de payer des impôts et d'avoir des gouvernements qui peuvent structurer une aide publique. Ça veut dire que vous pensez finalement à tous les maillons de la chaîne, hein, pour faire arriver ces produits, comme vous le disiez tout à l'heure, dans la bouche des enfants. Il va falloir des infrastructures, il va falloir des usines en proximité, il va falloir des salariés. C'est tout ça qu'il faut mettre en place. Oui, et on pense même à notre disparition. Ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est
de ne pas arriver jusqu'à la malnutrition aiguë, en tout cas celle qui laisse des séquelles aux enfants. Des enfants qui grandissent avec une malnutrition vont toute leur vie avoir plus de maladies, un développement cognitif et moteur différent. Et donc si on ne va pas en prévention, on ne peut pas l'être. Et la prévention, ce n'est pas des produits de traitement, c'est bien, ce que je vous disais, c'est bien des systèmes de santé qui fonctionnent, des mères qui allaitent, et un accès à une alimentation diversifiée. Donc c'était vraiment les premières bases d'une réflexion plus systémique dans laquelle on arrive finalement que maintenant pour prévenir cette malnutrition. Une de vos premières actions, je crois, Adeline, c'est de créer Plumpy Field. C'est quoi Plumpy Field? Alors Plumpy Field, c'est ce réseau, c'est un réseau de producteurs indépendants dans les pays programmatiques. Ce qu'on appelle programmatique, c'est des pays dans lesquels les produits sont utilisés au sein de programmes. Donc c'est une définition des Nations Unies. Et dans les pays dans lesquels, pour des raisons on arrive à développer on va dire, dans les pays dans lesquels on peut arriver à développer des agro-industries de qualité, on va mettre en place des usines avec des partenaires locaux pour être au plus proche des besoins, ce qui aujourd'hui, quand on parle du manger local, paraît très logique, mais en 2005, aller mettre en place, c'est le seul réseau avec cette qualité agroalimentaire, mais qui est plus forte que l'agroalimentaire en France, puisqu'on est sur des populations vulnérables et qu'on n'est pas loin du pharma. Donc on a ce réseau qui est capable de répondre aux besoins proches, de répondre aussi à la logistique humanitaire de façon plus simple, d'utiliser des matières premières locales. Donc on a besoin de filières locales aussi et de pouvoir transformer ces matières premières locales. La plupart des pays dans lesquels on est, quand même, quand on a des filières de qualité, exportent leurs matières premières locales. Donc on a besoin d'agro-industrie aussi dans ces pays pour garder les matières pour les populations sur place. Et donc on a cette envie aussi de s'inscrire au sein des pays avec des partenaires qui sont toujours des nationaux pour offrir cette offre. C'est important parce que c'est aussi des histoires de territoire. Hein. On est en Normandie, votre usine, elle est ici, l'usine historique, le siège. Mais vous semez des graines et vous faites en sorte que les entreprises familiales aussi, dans d'autres pays, puissent aussi vivre finalement de ce métier-là. Oui, tout à fait. On essaye aussi d'avoir une cohésion et une cohérence dans la façon dont on conduit ces entreprises avec des familles, souvent. Hein, très souvent, c'est des familles que l'on rencontre et avec qui on met en place ces partenariats. Mais j'ai un ou deux exemples en tête aussi où là, c'est des entrepreneurs jeunes qu'on a accompagnés. On a une cohérence sur ce qu'on veut faire, notre mandat, donc traiter la malnutrition, s'inscrire au sein d'un système et y participer le mieux possible pour prévenir cette malnutrition, et aussi prendre soin des gens qui travaillent et avoir une fierté de chaque personne qui travaille au sein de nos entreprises, parce qu'elles ont ce mandat, mais aussi parce qu'elles aiment venir travailler le matin. Vous parlez de mandat, vous ne parlez pas de business, vous parlez de mandat. Ça change tout. Oui. C'est une autre vision de l'économie, finalement, aussi, que vous partagez aujourd'hui? Je pense vraiment, tout le monde est quand même, les gens aimeraient bien parfois chez moi que je parle plus de chiffres et d'indicateurs. Et donc il y a des gens qui le font très bien, on le fait aussi très bien chez nous. Mais je pense vraiment que c'était le cas il y a 35 ans quand on a créé l'entreprise, mais ça l'est d'autant plus aujourd'hui que l'économie, l'entrepreneuriat est quelque chose de fondamental pour prévenir demain, c'est-à-dire pour l'innovation, pour la société d'aujourd'hui, mais elle doit être au service de quelque chose et pas au service de la finance. Pour moi, l'argent est important, sinon on ne peut pas être libre, sinon on ne peut pas prendre des risques, faire des projets qui ne marchent pas, etc. C'est fondamental d'avoir un modèle économique qui fonctionne, parce que sans modèle économique qui fonctionne, eh bien, en fait, on voit bien que souvent ça tombe. Par contre, ce n'est qu'un outil au service de quelque chose qu'on souhaite réaliser. Je parlais tout à l'heure du contexte géopolitique. Il est important dans ce que vous faites parce que ça vous demande d'aller sur des territoires qui sont parfois en guerre. Certaines fois, vous pouvez y aller, d'autres, le territoire est fermé. Il y a des usines qui sont bombardées, ça vous est arrivé. Comment vous faites pour
conserver le lien et continuer à aider les populations? Alors notre plus grand atout, c'est toujours le partenaire sur place. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des partenaires dingues qui sont dans des pays parfois très compliqués, parfois moins compliqués. On a quand même enchaîné, on a enchaîné beaucoup de coups d'État et de guerres l'année dernière en Vous êtes Éthiopie. beaucoup en Afrique, mais pas que. On est à Haïti, là, donc si vous avez entendu parler d'Haïti, mais Haïti avec une usine qui continue à tourner dans le nord du pays, alors que plus rien ne fonctionne en Haïti quand même. Donc avec une ONG dingue qui fait ça. On est au Niger, Burkina Faso, avec des coups d'État à répétition et puis aussi une problématique française dans ces pays-là que je ne juge pas parce que je pense qu'on peut comprendre aussi. Mais du coup qui donne notre positionnement un peu plus difficile. C'est compliqué physiquement d'aller à certaines périodes dans ces pays-là. On est au Soudan et en Éthiopie, quand l'Éthiopie qui était en guerre l'année dernière. Le Soudan, notre usine a été bombardée. Et le Soudan, c'est un pays dans lequel il se passe une catastrophe humanitaire dingue. On peut parler de ce qui se passe en Ukraine, à Gaza, mais il y a 30% de malnutrition chez les enfants dans le Darfour. C'est une catastrophe absolue. Et puis on est dans des pays un peu plus simples, comme Madagascar, l'Inde, où là, c'est quand même plus simple de fonctionner. Ces pays, c'est aussi quelque chose qui est en mouvement permanent parce que on peut regarder du côté des pays d'Amérique du Sud aussi. On a des problématiques qui sont peut-être pas la malnutrition, mais qui sont peut-être la dénutrition. Et là, ça vous demande finalement une analyse aussi très fine de la situation des populations. On a en effet, si on sort de la malnutrition aiguë dont je vous parlais, sur laquelle la réponse peut être assez globale, quand on arrive dans ce qu'on appelle la malnutrition chronique, donc c'est des enfants qui n'auront jamais ce dont ils ont besoin, des femmes enceintes, des enfants qui n'auront jamais ce dont ils ont besoin. Là, il faut être plus précis, on parle du food basket, donc qu'est-ce qu'il y a de disponible pour la famille, et donc du coup, comment on enrichit ce repas quotidien. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, malgré les progrès qu'on peut faire, finalement, votre terrain de jeu, si j'ose dire, il est en train de s'élargir? Oui, c'est clairement, le recul de la faim, c'est l'objectif de développement durable donc, des Nations Unies qui est le moins atteint, dû évidemment à l'insécurité, mais aussi dû au changement climatique. On est dans des pays qui sont touchés de plein fouet, c'est-à-dire qu'une année c'est l'inondation, l'autre c'est la sécheresse, on est vraiment là-dedans. Et puis on a commencé depuis quelques temps à travailler en France. Et en fait, en France, le sujet de la dénutrition est un sujet fou. Je n'avais aucune idée, mais on a eu des scandales sur les EHPAD. Mais en fait, les personnes arrivent à l'EHPAD déjà dénutries. C'est la première raison d'entrée à l'EHPAD, parce qu'à domicile, pour des raisons de croyances, de connaissances, de systèmes très silotés aussi entre le social et la santé, on n'arrive pas à prévenir la dénutrition à domicile en France. Si on parle chiffres, Adeline, quelques-uns quand même, dans combien de pays êtes-vous aujourd'hui et combien d'enfants avez-vous participé à sauver? Alors, depuis... Je sais que vous n'aimez pas qu'on dise on les a sauvés, mais non, mais parce que c'est un monde collectif. entier en fait. C'est pas moi qui ai donné le sachet, donc c'est tous ensemble. Mais avec les produits qui ont été développés dans nos laboratoires, je pense qu'aujourd'hui on a touché à peu près 150 millions d'enfants dans le monde et on en touche entre 10 et 12 millions d'enfants par an, juste avec ce qui sort des usines de ce réseau Plumpy-Fine. Oui, ce réseau qui est important et cet ancrage en Normandie qui est important aussi. C'est vraiment l'usine mère, c'est là que tout est pensé, c'est là aussi que se fait la recherche et développement? Oui, mais de moins en moins, quand je vais dire de moins en moins, c'est-à-dire que de plus en plus, c'est vraiment les interactions entre les membres de ce réseau qui permettent d'offrir les bonnes solutions. Ça a été l'usine mère, on est normand, on est très protéines animales à la base, et donc on va vers les protéines végétales, ce qui est notre changement, voilà. Mais ce qui est important, ça n'a jamais été construit derrière un bureau en France. Ça a toujours été par le terrain, par les interactions avec les hommes et les femmes qui utilisent les produits, avec les mamans qui le ramènent à la maison, comment elles le ramènent, qu'est-ce qui fait qu'elles vont le donner ou pas à leur enfant. Et puis toutes ces usines Plumpy-Fine qui sont au sein du terrain, qui ont des compétences de plus en plus importantes pour faire tourner les usines, mais aussi de compréhension de leur environnement, avec des environnements politiques
qui sont très différents, avec des façons de distribuer les produits, des façons de les manger très différentes. Donc on a besoin vraiment de ces interactions-là pour être encore plus innovant demain. Justement, vous parliez des protéines végétales, animales, ça aussi c'est le sens de l'avenir. On est en train de changer beaucoup les choses hein, sur les formules. Comment est-ce que vous appréhendez les choses et comment vous faites pour continuer à mettre ce qu'il faut dans la bouche des enfants demain? Alors, la plupart de nos produits répondent à des spécifications de l'OMS maintenant, même si nous, on les a fait, l'OMS les a appropriés. Sur les protéines végétales, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, si on va dans le détail, pour nous, c'est assez facile en France d'avoir différents types de protéines avec un régime assez divers. On peut réussir à avoir ce dont on a besoin à peu près. Si c'est très compliqué en fait et on simplifie souvent les choses. Dans les pays dans lesquels on est, en fait, dans les protéines, il y a des acides aminés qui sont parfois pas disponibles dans les protéines végétales et donc il faut les rajouter et aider le corps par des process à absorber ces protéines végétales. C'est un peu compliqué, mais on ne peut pas juste dire il y a tant de protéines dans la lentille et dans le pois et donc il y a tant de protéines dans le lait, on le remplace. C'est pas vrai parce que ce qui compte, c'est les acides aminés qui sont dans ces protéines et qui vont permettre après au corps de construire ses propres protéines. Je voudrais qu'on revienne à l'histoire de famille. On arrive presque au terme de ce podcast. Comment ça va s'écrire la suite? Vous m'avez dit l'essentiel, c'est que ça continue. L'essentiel, c'est que l'histoire de Nutri7, de son mandat et de ce qu'elle fait, et tous les gens qui y travaillent, parce que venez chez nous, et je crois vraiment que chacun, à sa manière, avec ses valeurs et avec ses propres moteurs, travaille pour ce mandat à la fin. Donc ce qui compte pour nous, et pour moi, mais pour toute la famille, c'est vraiment la pérennité de ce mandat. Et encore une fois, si... je ne sais pas si mes enfants, qui sont les aînés et qui sont encore très jeunes et adolescents, je ne sais pas si c'est eux qui reprendront. C'est pas la question. La question, c'est la pérennité de l'entreprise et le bonheur de la famille. Et parfois, ça ne va pas ensemble et c'est pas grave. Ça s'appelle le sens de l'avenir, Adeline. C'est évidemment, on en a parlé, la recherche et le développement, continuer l'aventure. C'est aussi, et c'est peut-être ce qu'avait en tête votre père, c'est penser plus grand que soi. C'est une nouvelle dimension qui entre aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat et que lui a vu très tôt. Je ne sais pas dire ça parce que je ne sais pas si je connais assez l'entrepreneuriat en France et les jeunes générations ou même les jeunes entrepreneurs qui sont vieux pour ça. Ce qui est sûr, c'est que oui, en effet, il y a quand même un mouvement. On voit ce travail autour des entreprises à mission sur lesquelles on était à toute l'origine avec l'école des mines en 2015. On voit ce travail aussi de ne pas créer des faux besoins. On ne peut plus. Il y a un moment, il faut vraiment que... c'est bien de penser même à court terme déjà de décarboner, mais il y a un moment, il faut changer les modèles. Ça veut dire quoi? Un modèle économique qui est ressourçant pour chacun des acteurs autour de nous. Ça veut dire quoi moi j'imagine, je sais pas, des produits où chaque enfant qui mangerait un produit deviendrait ambassadeur après dans son village d'une bonne nutrition. Donc comment est-ce qu'on associe en fait des produits juste que l'on vend à une amélioration globale du système et à la capacité du système à devenir plus fort demain? C'est ce qu'a fait un petit peu votre père en créant l'entreprise, vous pensez, et aujourd'hui en vous passant le relais, voir plus grand que soi et essayer de faire une entreprise ouverte et qui ait un impact? Oui, je crois, et je crois que c'est aussi en rêvant et en se donnant des objectifs plus grands, en effet. J'ai une discussion, je vais terminer là-dessus, mais j'ai une discussion le week-end dernier sur est-ce que faire sa part est suffisant comme le colibri. Chez Nutri7, on n'a aucune humilité et on a envie de faire plus que notre part et on se dit mais on peut changer les choses, voire changer le monde. Alors pas tous les jours, pas tout le temps, mais c'est vraiment ce qui nous drive en se disant faisons plus, si on n'y arrive pas tant pis, mais si on n'a pas essayé de faire plus, c'est dommage. Et nous, on aime les game changers ici à Génération Transformons la France. Merci beaucoup, Adeline Lescane, d'être venue nous partager l'histoire et l'avenir de Nutri7. Merci.